Salut à tous. Alors, nouvelle petite vidéo aujourd'hui. On va faire un peu deux sujets en un. On va, on va voir l'installation en fait du plugin de virtualisation VirtualBox sur OpenMedia Vault et on va réaliser l'installation d'une machine virtuelle afin de créer un petit serveur mail, un serveur de hosting donc, qui s'appelle YunoHost. Alors, savoir qu'une fois la partie passée au fait de l'installation de VirtualBox, l'installation de YunoHost, elle peut être faite aussi sur un Raspberry. Donc ça, c'est le site principal de YunoHost. Et si on vient ici sur Get Started, on a ici des distributions qui peuvent être installées sur un Raspberry Pi. Et le processus est pratiquement le même. Donc on télécharge l'image. On téléchargera l'image, on l'écrira sur une carte SD et il suffira de démarrer et de suivre le processus au fait d'installation. Et il y a deux, trois petites subtilités qu'on va voir après, c'est les mêmes sur Raspberry. Ici pour VirtualBox, nous évidemment, on prend une image stable AMD 64 qui se trouve là. Donc dans mon cas, je l'ai déjà téléchargé et déjà mis sur le NAS. Donc on va juste voir tout d'abord un peu la partie installation du plugin. Donc de nouveau, on va aller dans les plugins OpenMedia Vault et on va aller chercher le plugin VirtualBox qui se trouve là en bas. Hop. Donc l'installation, elle se fait assez vite normalement. Et une fois que ce sera fait, on aura accès au plugin et on va pouvoir commencer à l'initialiser. Attends que ça télécharge. Allez, voilà. Donc il nous fait rafraîchir la page pour constater que le plugin est installé. Et maintenant, si on va tout en bas dans nos services, on voit qu'on a le service VirtualBox qui est installé. On voit ici qu'il va falloir qu'on choisisse un répertoire au fait de stockage pour les machines virtuelles. Donc on va créer ici tout de suite un nouveau répertoire qu'on va appeler VirtualBox. Et on va placer au fait ce répertoire sur notre RAID. Pour les permissions, donc administrateur lire et écrire, utilisateur lire et écrire, et autres, on va mettre lire et écrire. Non, en fait, il n'y a pas besoin. On va laisser comme ça de base. Hop. Voilà. Donc là, on a choisi notre répertoire de VM. On va appliquer les paramètres et on va démarrer le plugin. La petite subtilité, on peut voir ici. Alors donc là, on a un petit message d'erreur avec des détails très détaillés. On peut ignorer, ça a démarré correctement. On voit ici, il y a une information pour se connecter au fait sur la page d'administration VirtualBox. Au fait, c'est le login administrateur ou un membre de l'utilisateur du groupe VBox Users qui peuvent se connecter. Donc maintenant que ça a démarré, donc ici, moi j'ai déjà au fait, il a retrouvé une machine virtuelle que j'avais, mais on va en recréer une autre. Donc on peut venir ici et donc en cliquant sur PHP VirtualBox ici on obtient la page d'administration des machines virtuelles. Donc là c'est le login d'OpenMedia Vault Administrateur et on arrive ensuite sur la page d'administration. Donc là de nouveau il nous sort une petite erreur. On peut sans autre de nouveau quittancer. Ça se pose sans problème. On va juste au fait contrôler qu'il va bien placer les machines virtuelles dans ce répertoire-là. Donc pour faire ça, on va se connecter dessus en SSH. Donc hop. Donc je me connecte sur le NAS. Voilà. Je réduis ça. Et on va venir ici créer juste une machine virtuelle rapidement pour aller contrôler où est-ce qu'il l'écrit. Ouais, c'est égal, on fait vraiment n'importe quoi. Next, 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 next. Voilà.
Tac, donc là maintenant on a créé une machine qui s'appelle test. On va juste aller voir où se trouvent maintenant ces fichiers. Et il faudrait qu'ils ne se trouvent pas au fait dans ce dossier-là. Et ils se trouvent là. Voilà, donc ça c'est pas normal. Donc vous voyez là, si je rafraîchis, on voit qu'il est dans root VirtualBox VM et il aurait dû se trouver sur mon RAID. C'est-à-dire, normalement, il aurait dû être dans SRV, label volume 1, VirtualBox. Il aurait dû être là. Donc, c'est pas le cas. Donc, on va corriger ça. Et au fait, ça demande un reboot du NAS. Il va falloir simplement rebooter le NAS. Donc, on va retourner dans root. Hop, il est où? Où est-ce qu'il est? Là, voilà. Hop. On va supprimer notre machine virtuelle de test. On va supprimer tous les fichiers. Hop là. Et maintenant, si on vient actualiser ici, on voit que ça a disparu. Donc ça, c'est nickel. Alors, on va juste redémarrer tout le serveur. Hop. Afin que ça puisse appliquer correctement les paramètres et écrire au bon endroit. L'idée étant au fait de ne pas installer de ne pas stocker les disques des machines virtuelles sur le disque d'installation parce qu'évidemment normalement il y a peu de place, il n'y a pas de redondance, etc. Donc c'est vraiment histoire de bien faire les choses. Il se peut que lorsque ça se sera fait, vous ayez des problèmes, ça dû au fait que vous n'ayez pas les droits d'écriture au fait sur le dossier. On va voir après comment bypasser ça sans trop de soucis. Dans l'intervalle, on va juste revenir une petite seconde à YouKnowHost. On va dessus au fait avoir besoin d'un nom de domaine, de quelque chose qui s'appelle un nom de domaine. Alors on va en mettre un bidon ici, mais si vous voulez que la chose elle soit totalement exploitable, etc., vous allez avoir besoin d'un nom de domaine. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez vous renseigner sur le sujet. Peut-être qu'une fois on en parlera. Mais vous aurez besoin d'un nom de domaine. Et vous aurez besoin d'une adresse IP fixe pour la machine virtuelle ou pour le serveur sur lequel vous installez ça. Et ça, c'est des choses qu'il va falloir travailler. Là, on va faire un serveur mail qui va servir à l'envoi. Le souci, c'est que tous les mails seront reconnus comme des spams parce qu'on n'aura pas fait les étapes nécessaires à ce que les emails ne soient pas reconnus comme des spams, au fait. Donc voilà. Est-ce que maintenant il a redémarré? Il a redémarré. Alors, je me relog. Voilà. Et maintenant, on va de nouveau aller voir le plugin VirtualBox. Donc, rien n'a changé. C'est toujours pareil, plus ou moins. Je me relog ici aussi. Donc de nouveau le message d'erreur, hein, sans importance. On refait une machine de test. Hop, hop, test, voilà. Donc on a de nouveau notre machine de test. Et ici, si on se reconnecte, et qu'on vient ici, donc de nouveau dans le répertoire des VM, on voit que cette fois-ci, il n'a pas créé le serveur ici, il l'aura créé dans le dossier qui est le bon dossier, donc qui est dans SRV, volume 1, VirtualBox, et notre machine est là, dans l'endroit correct maintenant. Je vais juste arrêter celle-ci qui s'est lancée, hop, voilà. Donc maintenant, on peut resupprimer cette machine. Donc on fait delete all files car elles n'ont aucune importance, et on va créer notre nouvelle machine. Alors, notre nouvelle machine, on va l'appeler YouKnowHost 2. Ce sera une machine de type Linux. C'est un Debian 64 bits. Suivant. On va lui allouer 512 mégaoctets de mémoire vive. On va créer un disque virtuel pour cette machine de type VDI pour VirtualBox Disk Image, alloué dynamiquement. Donc en fonction de la taille, elle va varier la taille du disque. On va mettre 16 Go de mémoire. Hop, et on va créer ça. Voilà, donc normalement notre machine doit apparaître ici et elle doit apparaître également là. Donc test va disparaître une fois que j'aurai rafraîchi et on aura une machine qui s'appelle YouKnowHost 2.
Voilà, ça fonctionne bien. On va aller éditer un petit peu les paramètres de cette machine virtuelle. On a juste deux paramètres à modifier. Le premier, c'est dans le stockage. Donc là, on peut voir qu'il a monté le disque de la machine virtuelle. Et on va juste aller y mettre le disque de boot, donc l'ISO qu'on aura téléchargé sur UnoHost, qui est ici. On va y mettre cet ISO-là. Donc pour ça, on va venir ici, on clique sur le CD, on va faire choisir un disque virtuel et on va aller le choisir. Donc moi, j'ai mis mon image dans Volume 1, hop, ici. Voilà. Donc on monte notre image et dans Network, on va ici venir mettre euh, Bridge Adapter. Au fait, le Bridge Adapter, il va agir comme un switch. Donc c'est comme si vous branchiez votre machine virtuelle directement sur votre réseau, tandis que le NAT va agir comme s'il y avait un routeur entre les deux. Et vous serez sur un réseau séparé. Donc en l'occurrence, comme on a envie d'être sur le même réseau, on va mettre Bridge Adapter. Et c'est tout bon. Donc on fait OK. Et on va pouvoir démarrer notre machine. Euh, il va juste y avoir une petite subtilité, c'est que pour pouvoir interagir avec cette machine virtuelle, il va falloir qu'on ait un accès à l'écran que cette machine va nous afficher. Et pour ça, ça se passe ici, au fait. Pour pouvoir avoir l'affichage de cette machine virtuelle, je vais devoir me connecter sur l'adresse IP 10.0.0.5, qui est celle de mon NAS, sur lequel se trouve VirtualBox, et sur un port qui va m'être indiqué après. Donc on va démarrer la machine. Voilà. Donc la machine maintenant a démarré et on voit qu'on nous a donné un port ici. Donc on va se connecter. On peut faire du bureau à distance. Donc c'est l'exe, c'est MST. Et si on fait 10.0.0.5, 2.9000 et qu'on se connecte, bim, on a accès à l'installeur. Donc on va faire maintenant une installation graphique. Alors, on va maintenant choisir la langue dans laquelle on veut faire l'installeur. Pour moi, c'est français-suisse avec un clavier suisse roman qui est différent des claviers français, suisse, allemand, etc., etc. Donc l'installation, elle prend un petit peu de temps. Il y a pas mal de choses qui se font. Donc on va y aller étape par étape et je reviendrai à chaque fois qu'il y a des interactions qui sont nécessaires. Ok, bon, après 10 minutes d'installation, on va pouvoir choisir où est-ce qu'on veut installer le système. Donc évidemment, le seul choix possible, c'est le disque dur qu'on a attaché à la machine virtuelle. Donc c'est Dev SDA. Donc on choisit ça. Donc il va terminer l'installation. Et une fois qu'il aura terminé ça, il va redémarrer la machine virtuelle et on pourra accéder normalement au fait au système. Donc je pense que ça prend du temps simplement parce qu'on n'a pas alloué beaucoup de ressources à la machine, donc on n'a pas mis beaucoup de RAM, on a mis qu'un seul processeur. Donc voilà. Donc maintenant, bah, la machine redémarre, donc on va redémarrer correctement sur UnoHost. Donc on va voir tout de suite sur quoi on a booté. Allez.
Voilà. Alors, donc là, la machine a démarré. Donc on va pouvoir revenir ici. Il va falloir qu'on aille chercher l'adresse IP. Alors là, maintenant, en 255, donc il nous donne une erreur, hein, il nous dit qu'il y a un problème de connexion sécurisée, blablabla. Il y a un moyen de régler ça avec Mozilla, mais je ne sais plus lequel. Donc dans l'intervalle, on va utiliser Edge, qui ira très bien pour faire ça. Donc on va aller sur 10.0.0.225. Il nous dit que le site n'est pas sécurisé, c'est juste parce que le certificat ne correspond pas, n'a pas été signé, donc c'est tout bon. Il dit félicitations, vous avez installé votre système, commencez. Alors, ici, vous avez deux choix. Il y a si vous avez un domaine ou si vous n'avez pas de domaine. On va considérer que vous avez un domaine, mais vous pouvez également suivre un tutoriel si vous n'avez pas de domaine ici. Ici, on va s'en inventer un. Donc, on va dire que notre serveur s'appelle serveur.test.com. Donc test.com correspondrait à votre domaine et serveur serait le nom de la machine sur laquelle on se connecte. Donc on va faire next. Il va falloir paramétrer un mot de passe administrateur. Donc je le paramètre. Je mets mot de passe 1. Voilà. Vous êtes sur le point de lancer le post-process d'installation. Ça peut prendre un peu de temps. N'interrompez pas le processus. OK. Voilà. Donc dans l'intervalle, il va juste falloir qu'on fasse une modification. S'il y a une petite subtilité, il va falloir faire en sorte que notre ordinateur puisse aller sur cette adresse IP là et sur l'adresse qu'on a paramétrée avant, soit serveur.test.com. Et pour ça, il va falloir que quand on fait une commande de ping, donc en faisant ping serveur.test.com, ça réponde par quelque chose d'autre que ça. Donc ça, au fait, c'est une IP publique qui est déjà utilisée, qui existe vraiment, parce que le domaine test.com existe vraiment. Mais nous, pour notre test, on va vouloir au fait que ça réponde par une adresse IP qui est celle-ci. Donc pour ça, on va aller modifier au fait le fichier host de notre ordinateur. Donc le fichier host de notre ordinateur, il se trouve, moi je l'ai déjà ouvert, il est là, mais il se trouve, comment je l'avais fait? Voilà, il est là. Donc il y a un petit tutoriel ici au fait. Donc il faut éditer ce fichier avec un notepad. Et ce fichier se trouve dans C, Windows, System32, Driver, etc. Host. Donc, je peux fermer ça. Hop. Et on va aller le chercher directement. Voilà. Ah, si je fais ça. Voilà, etc. Et c'est ce fichier-là. Donc on va éditer ce fichier. Et on va faire en sorte ici, en rajoutant une ligne, que l'adresse 10.0.0.225 est sur... On va mettre une petite tableur pour aligner le tout. On veut que ça aille sur serveur.test.com. Voilà. Et on enregistre. Voilà. Donc là, il en a enregistré une copie, si je me souviens bien. Si je rouvre ça... Ah non, c'est bon. Donc là, il a correctement modifié le fichier host. Donc chaque fois que je le rouvre, on voit ici qu'il y a une entrée qui correspond à serveur.test.com. Et si je refais un ping ici, on voit que maintenant, il résout par cette adresse-là. Donc ça, c'est tip top. Donc on va revenir là, sur Edge. Donc il est toujours en train de terminer l'installation, mais dans l'intervalle, on peut voir que si on vient ici sur serveur.test.com, on arrive sur une page, de nouveau on a le même message, mais si on vient ici, hop, on va pouvoir aller plus loin. Donc on va attendre qu'il ait fini de se paramétrer, mais on voit qu'on arrive avec le nom de domaine serveur.test.com et 10.0.0.225, on arrive au bon endroit. Donc on va attendre qu'il finisse l'installation. J'aurais peut-être pas dû faire F5. Si. Allez, allez. Ah voilà.
Donc là maintenant, on voit qu'on arrive sur un autre portail que celui de management. Si je fais... hop. Si je reviens sur la page de login, il est toujours en train de terminer le paramétrage, je pense. Je pense que la deuxième saisie du mot de passe ne servait à rien. Donc on va juste attendre un petit peu que le petit Pac-Man ait fini de naviguer. Donc en faisant F5. Voilà, maintenant on a donc l'interface de management et ici l'interface au fait de connexion. Donc si vous entrez l'adresse IP, vous obtenez l'interface de management de Unohost, et si vous entrez le nom de domaine de la machine, vous arriverez sur le portail de connexion. Donc on va se connecter avec mot de passe 1. Hop là. Ah non, le login. Ok. Donc là la page elle s'affiche, voilà. Donc première chose à faire évidemment, c'est d'aller faire les mises à jour. Donc on va aller faire ça tout de suite. Donc on nous confirme que le système a été correctement mis à jour avec ici le log. Donc on peut revenir ici sous Home et on va pouvoir commencer à aller installer les applications. Donc pour ça, on va aller dans Applications. Il nous dit qu'aucune app n'est actuellement installée, donc on va aller faire Install et on va aller choisir. Donc là, ici, vous avez deux choix. Vous avez Rainloop et Roundcube pour faire du mail. Alors dans mon cas, on va utiliser Rainloop, c'est celui que j'ai un petit peu utilisé. Roundcube avait l'air aussi facile à paramétrer. Hop, donc on va installer Rainloop. On nous demande ici de choisir au fait le domaine pour lequel on veut installer notre application. Normalement, il est censé nous suggérer celui qu'on a ici. Donc on va essayer de revenir, hop, en ayant rafraîchi un peu la chose. Alors, il ne le propose pas, donc si je viens là... Il ne veut toujours pas, donc on va le rentrer à la main. Ça ne devrait pas changer. Donc serveur.test.com. Et est-ce que cette application est publique? Non. Choisissez un mot de passe pour l'utilisateur admin. Mot de passe 1. On remet le même. Voulez-vous ajouter les utilisateurs Unohost aux suggestions de destinataires dans le client mail? On va dire oui. Et on va faire installer. Donc le process va assez vite. Et au fait, ce qui va être bien, c'est que tous les utilisateurs qu'on va créer, on va pouvoir leur donner les droits d'accès ou pas à certaines applications. Donc on va aller voir ça tout de suite après. Normalement, l'installation ne prend pas trop de temps. Voilà, Rainloop est installé. On peut aller voir ici qu'on peut manager les accès. On va juste, du coup, tout d'abord aller créer un utilisateur. Donc ici, on n'a pas d'utilisateur. Très bien. On va en créer un nouveau. On va l'appeler test, server@test.com. Ça, c'est un quota d'email. Donc, si on veut pas qu'il ait une boîte qui fait 10 gigas ou des choses comme ça, on peut limiter ici. Et le mot de passe de l'utilisateur. Donc, ici, moi. Voilà. Donc, on a créé. Ah, j'ai mal tapé. Voilà, donc on a créé un utilisateur test. On va revenir dans notre application, ici. Donc on peut voir ici que l'URL pour aller accéder à ça, c'est server.test.com/rainloop. Donc en fait, notre serveur va servir de passerelle pour chaque application. Donc maintenant, si on se connecte à cette adresse-là, il nous donne toujours un message d'erreur de connexion. Parce que évidemment le certificat n'est pas le bon. Ça n'a pas d'importance. Et si maintenant on se login avec l'utilisateur test et le mot de passe et qu'on se login, hop, on est connecté donc à notre serveur d'email avec l'utilisateur test. Et maintenant, on va pouvoir envoyer un email. Donc si on envoie un email à admin
serveur.test.com, par exemple ici, et qu'on met sujet test, et test, notre email va partir, et voilà, on aura réalisé l'installation d'un petit serveur de mail. Alors ce genre de choses, ça peut servir peut-être pour faire un petit serveur mail domestique pour pouvoir pour installer des services de communication d'avoir des notifications par exemple de votre NAS, que votre NAS vous envoie des notifications, vous pouvez utiliser ça. Parce que là le souci c'est que c'est pas très utilisable dans le domaine public parce que simplement au fait votre serveur est pas reconnu et pas vraiment authentifié et pas sécurisé. De plus, si vous voulez que vos mails puissent rentrer, il vous faudra donc acheter un nom de domaine qui coûte entre 30 et 300 francs par mois. Il va falloir faire en sorte que votre serveur mail existe sur Internet, donc à l'aide de votre domaine. Il va falloir ensuite ouvrir des ports sur votre firewall et les rediriger sur votre serveur afin qu'au fait les mails puissent entrer. Parce qu'actuellement les mails peuvent sortir, mais souvent ce qui se passe c'est les mails type Gmail, etc. vont le considérer comme des spams, en fait, simplement parce que vous n'aurez pas d'entrée DNS, que ce ne sera pas sécurisé, que ce ne sera pas reconnu, etc. Donc c'est très compliqué à l'heure actuelle d'avoir un serveur mail domestique qui soit reconnu et qui passe pas dans les spams, mais ça peut servir quand même pour une petite utilisation domestique chez soi sans que ce soit exposé. Voilà, donc vous aurez vu comment installer UnoHost, installer VirtualBox, créer une machine virtuelle et puis faire un petit peu des petits tests. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.